Ainsi que j'en faisais part tout récemment à des amis de passage, les hôtes les plus dangereux dans la forêt ou de la savane ne sont pas toujours les plus volumineux, bien qu'ils soient les mieux connus. Qu'est-ce après tout qu'un léopard, sinon un gros chat qui fuit quand il est débusqué de son fourré? Que penser de l'éléphant ou du rhinocéros, réputés dangereux, quand on sait que ces monstrueuses bêtes foncent en aveugles vers le bruit qui les effraie? Le serpent n'attaque que lorsqu'il se sent acculé. Le lion ne chasse que pour se nourrir. On pourrait discourir à en perdre la voix de ces animaux que l'on accuse de férocité gratuite, mais qui ne s'en prennent à cet être vertical à deux pattes que lorsque celui-ci les traque dans leurs repères et menace leurs enfants, les piquant tantôt d'un bâton ferré, tantôt leur lançant des petits projectiles brûlants au moyen d'un long tuyau dégageant peu de fumée mais beaucoup de bruit. En réalité, les êtres les plus redoutables de cette partie du monde, comprise entre les tropiques, sont aussi les plus minuscules. Parlons du scorpion, de la tarentule et, pourquoi pas, du vulgaire moustique, ou encore de la mouche tsetse, lesquelles recèlent dans leur dard ou dans leur trompe de quoi effacer de la planète cette créature supérieurement intelligente qu'on appelle l'homme. Pour ma part, les êtres les plus terrifiants et malfaisants auxquels je me sois heurté sont les fourmis. Oh, il ne s'agit pas là de bonnes vieilles fourmis d'Europe, de teinte rouge ou noire, et dont le contact avec la peau provoque une insignifiante démangeaison urticante. Mais parlez-moi de l'épouvantable fourmi rouge des régions équatoriales, dont la taille ne dépasse pas 7 à 8 centimètres, mais dont l'arrivée sème la confusion et la terreur parmi la gent animale, et est accueillie avec inquiétude, voire avec affolement, par le broussard le plus chevronné. Mon premier contact avec la fourmi rouge fut marqué d'une note plutôt humoristique. Nous rentrions un soir, à 6 heures, la nuit tombe en quelques minutes sous ces latitudes, d'une expédition de chasse qui ne s'était pas avérée tellement fructueuse. Mon compagnon n'avait tué qu'un faisan bleu. Quant à moi, j'avais bien dû me contenter d'une pintade royale. Pour une battue de plusieurs heures en forêt, la moisson n'avait rien de réjouissant. Nous n'avions même pas eu l'occasion de rencontrer autre chose que ces deux volatiles de toute la journée, et il était encore heureux que nous ne les eussions pas ratés. Nous venions de faire notre entrée dans le poste et traînions les pieds dans la route poudreuse, luisant doucement dans la clarté avare d'une lune qui se dissimulait par instants derrière des nuages rougeâtres, signe d'une tornade imminente. Fourbus, courbés sous le poids de nos fusils inutiles, nous échangions des propos désabusés sur la rareté du gibier fuyant devant la pénétration d'un homme blanc et de sa civilisation. Peu avant d'arriver à hauteur du bureau territorial, nous avions trouvé bon de dévier notre trajectoire vers la droite, nous engageant dans un sentier obscur qui devait nous conduire vers l'arrière de nos habitations respectives. Brusquement, mon compagnon laissa tomber son arme et se mit à danser sur place en poussant des cris inarticulés. Je me disposais à lui demander quel accès de folie soudaine l'agitait de la sorte quand je sentis des douzaines de piqûres me percer les mollets, me brûler les genoux, pour monter insensiblement le long des cuisses. Moi aussi, je me mis à sautiller et à crier, tout en m'administrant de grandes claques sur mes jambes nues. La lune s'étant dégagée de sa couche de nuages, je pus me rendre compte qu'il s'agissait d'une multitude d'insectes noirâtres qui s'attaquaient férocement à mes chairs et que nous étions en train de piétiner au beau milieu d'une traînée de ces démons ayant envahi le sentier. « Les fourmis rouges !» hurla mon compagnon, et il se mit à galoper en direction des maisons toutes proches, en continuant à s'asséner de vigoureuses claques sur les jambes. Je le suivis avec la même énergie, affolé par les morsures qui montaient. Contournant la première maison, nous arrivâmes ainsi à proximité de la terrasse extérieure où une lampe à pression plaquait sa lumière dans un rayon de 5 mètres. Là, malgré la présence des personnes qui assistaient à la scène, nous nous déculottâmes sans honte pour nous débarrasser au plus tôt des féroces petits monstres. Ceux qui nous avaient mordus restaient accrochés à notre peau. Même en les arrachant un à un, les tenailles de leurs gueules minuscules restaient incrustées dans la chair.
Il fallait pour chaque fourmi recommencer la douloureuse opération en faisant venir des morceaux d'épiderme et du sang. Ce devait être un spectacle très drôle que de voir deux grands gaillards en caleçon se faire éplucher les fesses par leurs domestiques en poussant des hurlements de douleur. Quand l'opération fut terminée, il fallut panser les plaies à la teinture d'iode, seul désinfectant de la pharmacie locale, ce qui provoqua de nouveaux concerts de « aïe » et de « hou-hou ». À ma place, vous auriez gardé le même mauvais souvenir de ce premier contact avec les fourmis rouges. Ma seconde rencontre avec ces petits diables de la forêt ne fut pas moins dramatique. Je rentrais ce soir-là d'une tournée de prospection dans quelques-uns des villages de la région. Le poste me sembla animé d'une activité inaccoutumée. Des lumières brillaient en grand nombre à proximité d'un groupe de maisons. On y remarquait des allées et venues inhabituelles. Près de chez moi, la route était barrée par un fleuve grouillant de millions d'insectes, large de 2 mètres au moins, et avançant inexorablement à la vitesse approximative de 5 à 6 cm à la seconde. « Bafumba !» criaient les indigènes terrorisés dans leur dialecte. C'étaient les fourmis rouges qui, après avoir envahi le village, déferlèrent sur le poste. Comme une marée irrésistible, les légions de fourmis fonçaient, suivant un itinéraire apparemment capricieux, guidé par les soldats, de taille un peu supérieure aux individus normaux et armés de formidables pinces, équivalents au tiers de leur corps, qui progressaient affairés en tête et sur les flancs. Lorsqu'un obstacle se dressait devant la marche de la colonne, il était instantanément submergé par la troupe qui le recouvrait d'une multitude de pattes nerveuses et de mandibules avides. S'il s'agissait d'un homme ou d'un animal, il ne devait son salut que dans une fuite éperdue, avant qu'il ne soit trop tard. Combien de poulaillers ou d'étables n'a-t-on pas retrouvés, après le passage des fourmis rouges, parsemés d'ossements parfaitement nettoyés de la chair, même du poil ou de la plume, qui les recouvrait quelques minutes auparavant. D'ailleurs, quand la vague de fourmis approchait d'une hutte, d'une villa, d'un magasin, tous les autres parasites, cancrelats, araignées, rats et serpents, avisés mystérieusement de l'arrivée des nettoyeurs, fuyaient par toutes les issues inimaginables. Les villageois qui avaient l'habitude de ces incursions imprévisibles des fourmis rouges se contentaient de leur abandonner sagement les lieux, ne reprenant possession de leurs cases qu'après le déferlement du fleuve immonde de ces bêtes, 3 ou 4 heures plus tard, suivant le bon plaisir des visiteurs. Dans ma villa assiégée, on essayait de détourner la colonne diabolique par les moyens les plus divers. Je pris part à la lutte aux côtés du cuisinier et de sa famille, ainsi que des voisins venus à la rescousse. Certains prétendaient que la farine, semée en une longue traînée autour de l'habitation, constituait un obstacle infranchissable pour les fourmis. Elles passèrent quand même. Quelqu'un parla des vertus du pétrole, qui, répandu en demi-cercle devant les lieux à protéger, formait une barrière insurmontable, et elles passèrent quand même. En désespoir de cause, on enflamma le pétrole. Les fourmis passaient toujours, étouffant les flammes sur lesquelles elles traversaient par milliers dans des nuages de fumée nauséabondes, les autres empruntant comme un pont les cadavres carbonisés de leurs congénères. En dernier ressort, on songea à l'eau et la chaîne de seaux se constitua. L'homme de tête lançait en oblique sur le sol des pleins seaux, récipients divers dont le contenu emportait à chaque fois des milliers de fourmis, creusant ainsi des vides provisoires dans leurs rangs, les incitant à se reformer un peu plus loin. Toute la nuit, on déversa ainsi des hectolitres d'eau dans la maison, et au petit matin, chacun en avait les bras et les épaules rompus, sans que l'attaque fasse mine de fléchir. Puis brusquement, l'assaut cessa, et les dernières fourmis disparurent en quelques minutes, non pas que nous eussions réussi à les effrayer, mais parce que le gros de la troupe avait forcé le passage un peu plus loin et s'était porté vers un autre secteur à investir. Le soleil matinal vint éclairer le spectacle désolant de mon habitation noyée plus sûrement que par une tornade. Les tapis, les tentures, les meubles, la literie, tout était trempé, gorgé d'eau. Malgré l'action énergique des balais et des serpillières,
L'humidité et la moisissure allèrent pouvoir achever ce que les fourmis avaient à peine commencé. Toutes les provisions étaient irrémédiablement gâtées et la maison serait inhabitable pour plusieurs jours. Mais comme partout en brousse, suivant la loi immuable de la forêt, ce qui se détruit aujourd'hui se reconstitue le lendemain, à moins que l'homme dégoûté n'abandonne définitivement à la nature ce qu'il lui avait si brutalement disputé autrefois. Une semaine plus tard, ma maison était de nouveau accessible. Je remerciais les voisins qui m'avaient accordé leur hospitalité en riant quand ils me dirent « Qui sait, demain ce sera peut-être votre tour de nous rendre l'appareil en nous hébergeant. S'il prend aux fourmis rouges la fantaisie de repasser par chez nous, il nous restera à aller vous réclamer ce que nous vous avons offert aujourd'hui. »